Durant plusieurs millions d'années, l'activité volcanique déverse à la surface de la Terre des laves en fusion. Mais il existe un phénomène rare qui fabrique un matériau précieux, une pierre si remarquable que sa rencontre avec l'homme dans des millions d'années va changer le cours de leur histoire. Il parcourra des milliers de kilomètres pour posséder cette pierre. Il la façonnera, en fera une monnaie d'échange et la vénérera parfois. Il l'étudiera, l'analysera et la sublimera. Lentement, génération après génération, elle lui permettra de glisser de la préhistoire à l'histoire. L'aspect, la forme, l'origine, la couleur des minéraux ont toujours fasciné les hommes. L'École des mines de Paris en possède une collection parmi les plus belles au monde. Le volcanisme amène à la surface de la Terre des roches qu'on appelle des laves. Et en général, elles arrivent à l'état liquide. Parmi les laves, il y a toute une variété, il y a toute une classification des laves. Les plus connus, ce sont les basaltes, mais il existe un volcanisme très spécifique, très rare, qui émet des roches qui s'appellent des obsidiennes. Pour obtenir de l'obsidienne, il faut des conditions physiques et chimiques spécifiques. Chimique, présence d'un magma siliceux initial. Physique, eh bien, un passage d'une température très élevée, avoisinant le millier de degrés, à des températures pratiquement ambiantes. C'est-à-dire que si la coulée se met en place dans un milieu aquatique, vous descendez rapidement de plusieurs centaines de degrés en des espaces de temps très limités. Cette lave a une qualité physique spécifique. Elle se distingue d'une part par sa dureté, d'autre part par son éclat. Qui dit éclat dit cassure. La cassure des obsidiennes est typique de la cassure que l'on rencontre communément dans les matières vitreuses. Elle est dite conchoïdale. Conchoïdale car en forme de coquillage. Ici, vous voyez la limite d'un éclat dans l'obsidienne. Et il est souligné, cet éclat, par une bordure extrêmement coupante. Nous sommes en Corse il y a environ 7000 ans, en plein néolithique, bien avant les pyramides d'Égypte et l'apparition de l'écriture. Le peuple corse s'est sédentarisé et vit pacifiquement, à l'abri, dans des grottes ou dans quelques campements en bordure des côtes. À cette époque, il y a déjà une spécialisation des activités. Certains sont chasseurs, cueilleurs, d'autres potiers ou fileurs de laine. Celui-ci est tailleur de pierre. Ou plus exactement, tailleur d'obsidienne. Son stock d'obsidienne diminue chaque jour un peu plus. Il a besoin de matières premières pour fabriquer les outils, lames, racloirs, perçoirs, flèches. Son pactage est prêt. Il est confiant. Il sait que les esprits sont favorables et son talisman d'obsidienne l'a toujours protégé dans ses nombreux périples.
Pour lui, il est temps de partir pour un long voyage. En Corse, on a découvert des outils principalement réalisés sur lames d'obsidienne. Ce sont soit des lames brutes qui servaient de couteau, soit des lames retouchées qui pouvaient servir d'éléments de faucille, des coches, des grattoirs, des denticulés, des petits perçoirs et aussi des pointes de flèches, beaucoup de pointes de flèches. En termes de quantité, ça représente plusieurs centaines de pièces sur des sites qui n'ont été fouillés pourtant que sur quelques dizaines de mètres carrés. On peut estimer à plusieurs milliers de pièces en obsidienne l'approvisionnement des hommes préhistoriques sur les sites. L'homme du néolithique corse a fabriqué de nombreux objets en obsidienne, mais détail intéressant, il n'existe pas de gisement d'obsidienne sur son sol. La Corse n'est pas une île volcanique. Mais vers où cet homme regarde-t-il? Les études des spécialistes sur la diffusion de l'obsidienne ont révélé que les hommes maîtrisent la navigation depuis longtemps et qu'ils n'ont aucun mal à s'approvisionner sur l'île voisine, la Sardaigne. Après avoir traversé le détroit de Bonifacio, et après plusieurs jours de marche, il est enfin arrivé sur les pentes de l'ancien volcan du Monte Arci. Heureusement, les blocs d'obsidienne sont à même le sol, il n'a plus qu'à sélectionner et prendre les meilleurs d'entre eux. L'obsidienne est un matériau hautement technologique pour l'époque. Ses qualités tranchantes et évidentes sont recherchées par les hommes du néolithique. Mais son éclat, sa couleur, sa transparence ont dû surprendre les hommes qui la découvraient pour la première fois, et ceci bien au-delà de son pur aspect fonctionnel. On a affaire à des gens qui connaissent très bien le terrain sur lequel ils sont. Ils vont de la montagne à la plaine, ils se déplacent parfaitement. Mais ce sont aussi d'excellents navigateurs. Ils traversent la mer, ils traversent le détroit de Bonifacio, ils vont, ils viennent depuis des générations et des générations, et ça, ils savent très bien le faire. C'est-à-dire qu'il y a un véritable effet de groupe humain qui transcende en fait les bouches de Bonifacio, qui la mer pour eux n'est pas un obstacle, mais en fait est un moyen de se mettre en rapport. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire, c'est qu'une partie au moins, sinon tout, l'obsidienne qui a été taillée sur le site de Vasculaccio vient de Sardaigne. Le restant, ce sont soit des éléments de mise en forme des blocs d'obsidienne brute, donc qui montrent qu'il y a eu un débitage sur place, qui montrent que l'obsidienne est amenée sous forme de blocs bruts sur le site. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis après, on va avoir ce qu'on appelle toute la chaîne opératoire, qui permet de passer du bloc brut au nucléus d'obsidienne, du nucléus d'obsidienne à la production de supports relativement standardisés. Ce sont des petites lames courtes, en fait. Et ces petites lames courtes, une partie est transformée en outillage. L'obsidienne fait partie de ces roches qui ont été particulièrement utilisées par les hommes préhistoriques, au même titre que le silex. Elle a été travaillée aussi bien par percussion que par pression. Alors, la percussion était exercée à l'aide de pierres ou de bois de cervidés. Le principe étant à partir d'un bloc d'obsidienne, d'exercer une percussion, de développer une onde de percussion qui, au final, provoquera l'extraction d'un éclat ou d'une lame.
La pression, elle, implique en outre un système d'immobilisation. Et pour une raison très simple, c'est que la pression va exercer une force de plusieurs kilos sur un point très précis du bloc, d'où une obligation de fixer le bloc lui-même au sol à l'aide d'un étau de bois. C'est semble être une lamelle assez large, brisée des deux côtés. X44. Donc on a dit obsidienne. Ouais. Obsidienne, Critique, obsidienne, éclat. Donne-moi les. Oui. Donc c'était l'US 69, tout ça. Ça marche. Un peu plus haut. Ce regroupement, mais finalement, il est à la base sur un site, un signe très particulier sur lequel il y a des grandes tombes, qui sert aussi à redistribuer dans un système probablement relativement égalitaire l'obsidienne, mais qui sert aussi au fonctionnement propre des groupes humains et à faire qu'ils ont des relations entre eux, qui ne sont pas que des relations économiques, mais qui sont essentiellement et avant tout des relations d'ordre social et familial. Hein, les mariages, les alliances, ça fonctionne dans les tribus depuis très très longtemps et à cette époque-là, ça fonctionnait aussi. Concernant la diffusion de l'obsidienne en Méditerranée, nous avons deux grands ensembles, la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale. Où trouve-t-on de l'obsidienne dans la zone occidentale? 4 espaces volcaniques fournissent de la matière première aux hommes de la préhistoire. Les zones de Pantelleria et Palmarola diffusent assez localement l'obsidienne dont les hommes ont besoin. Concernant les deux autres ensembles, les îles éoliennes et le Monte Arci, la diffusion s'est faite sur de plus grandes distances, couvrant un espace plus important. Certaines pièces archéologiques ont été retrouvées à plusieurs centaines de kilomètres de leur source d'origine. Les gisements d'obsidienne sont beaucoup plus importants sur la zone orientale. L'île de Milos fournit de la matière première aux hommes vivant en Grèce et sur les côtes ouest de la Turquie. Alors, ce qui concerne la diffusion de l'obsidienne depuis les gisements anatoliens, cette obsidienne va accompagner tout le processus de la néolithisation. Alors, la néolithisation, c'est tout simplement cette étape historique où on passe du statut de chasseur-cueilleur à agriculteur-éleveur. Et en fait, ça marque la fin de la préhistoire. Et la diffusion de l'obsidienne marque également la fin de la préhistoire. Entre les 12e et 4e millénaires avant Jésus-Christ, l'obsidienne a été largement diffusée sur l'ensemble du Proche-Orient et du Caucase voisin. Les sources d'obsidienne sont nombreuses, tout au long des chaînes de montagnes qui s'étendent de la mer Méditerranée jusqu'à la mer Noire et la mer Caspienne. Les gisements de l'Ouest anatolien ont diffusé du matériau brut sur une vaste zone allant de la mer Noire à l'est de la mer Méditerranée. Ceux de l'Est anatolien ont connu une large diffusion dans les bassins du Tigre et de l'Euphrate, atteignant plus au sud la péninsule arabique et la mer Morte. Les sources du Caucase ont été abondamment utilisées dans toute la Transcaucasie, depuis la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne. Le silex y étant très rare, l'obsidienne représente le matériau lithique le plus répandu. Alors même s'il est difficile d'interpréter tout ce qui se met en place durant cette préhistoire, c'est difficile aussi d'interpréter les réseaux d'échange et ce qu'on entend finalement par réseau d'échange. Et une chose qui est évidente, c'est que la préhistoire est un monde ouvert. Les gens circulent. Je travaille beaucoup avec les archéologues et en particulier j'ai eu l'occasion de travailler sur la région de la Transcaucasie, l'Arménie et puis les pays limitrophes pour appréhender la question de l'obsidienne aux époques préhistoriques. On a mis en œuvre un modèle de déplacement, donc il s'agit en fait de calculer des distances, mais des distances qui
prennent en compte les contraintes de déplacement qu'on suppose, en tout cas, des hommes de cette époque, puisqu'on se situe dans un pays montagneux. Et la contrainte qu'on a pris en compte ici, c'est le relief. Donc plus les pentes sont accentuées, et plus il est difficile de se déplacer. Donc ces calculs de distance donnent des valeurs qu'on est ensuite capable de traduire en temps d'accès. Donc on voit sur la carte ici qu'en tout point, on peut connaître le nombre d'heures qu'il faut pour accéder à la source d'obsidienne. Alors voilà ici la source de Chicani qui a la diffusion la plus impressionnante, puisqu'elle a diffusé jusqu'à des sites qui se trouvent aux abords de la mer Noire d'une part et de la mer Caspienne d'autre part. Dans notre modèle, ça représente jusqu'à près de 10 jours de marche, et à vol d'oiseau, c'est des distances qui avoisinent 400 km. Un autre modèle qu'on a demandé à notre système, on lui a demandé de calculer les cheminements les plus aisés entre les sources d'obsidienne et les sites archéologiques, c'est-à-dire finalement par où est-ce qu'il faut passer pour mettre le moins de temps pour aller de l'un à l'autre. Par exemple, entre la source de Chicani et le site de Derban sur les bords de la mer Noire, le cheminement pour relier les deux traverse le Grand Caucase et emprunte un col en altitude, près duquel se trouve le plus ancien site néolithique de l'époque, dont les archéologues pensent qu'il a joué un grand rôle dans la diffusion de l'agriculture ou de la fabrication de la céramique. Pour ce qui concerne la circulation de l'obsidienne, on se demande comment elle s'est effectuée, puisque on voit bien par ces cartes qu'elle a diffusé sur de très grandes distances. Notre modèle nous aide à mieux comprendre comment s'effectuait cette circulation, permet en tout cas de formuler des hypothèses, de confronter des données avec d'autres données connues par ailleurs par les données archéologiques. Which in ancient time was possible for, I think, anybody, and for shepherds and for hunters and for farmers who preparing special blocks of obsidian, because in the nature you can find not only the pieces like this, but in small, which is not very useful for tool making. This knowledge with the work of the very specific volcanic rock, like obsidian, which is practically glass, was put from the generation to generation, from father to son, and many, many generations of the ancient hunters and shepherds knows this knowledge. We are on the elevation around 1800 meters, and behind me the Gutansar volcano, one of the biggest complex of obsidian deposits in this area. These deposits give many different chemical composition of obsidian and many different style of the material, red, transparent, black, gray, and other. Obsidian always was one of the most important raw material in South Caucasus. If in other area was mainly used flint, here when the volcanic rocks is unbelievably rich, people prefer this kind of material. And again, if in some parts of Armenia was mainly used artifacts from different kind of the basalt. So here in the area of Gutansar, people prefer obsidian for the same contemporary tool making. And this tradition continues for the many, many thousand years. For example,
During the Neolithic time, it's around 8,000–9,000 years ago. The role of obsidian was more important, and in this time people who is prefer to living, for example, in Arad Valley, very far from the obsidian deposit, use the same material. We don't know it was a trade or they organized expedition for bringing material, but it's a fact that thanks to the special investigation, we know that obsidian, distribution of obsidian start from the 50–60 kilometers and reach 2,000 kilometers in diameter. This material introduced a time where the trade and relation with the south and western neighbors was very close. And one of the goals of this trade was a local obsidian, which going systematically for a couple of hundreds or even 1,000 kilometers too far, reach Persian Gulf, reach Cappadocia, and in the same time come back. There is no, of course, reason to exchange obsidian with obsidian, but it means that network, that the relation between neighbors was very, very close, and just during this relation, different material and mostly obsidian circular by the area between Black Sea, Caspian Sea, Persian Gulf, and even Mediterranean. Even in the beginning of 20th century, the part of the village population of Armenia using obsidian for preparing some couple of local tools which you need every day for every moment. So obsidian has a really very, very long story, and the history of obsidian using it's like part of the an important part of the people history here. L'Arménie est un petit pays de 180 000 km², situé entre la mer Noire et la mer Caspienne. Il est pris en étau entre la Géorgie, l'Iran, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Depuis son indépendance le 21 septembre 1991, et après 70 ans d'une existence provinciale sur le mode soviétique, les 15 millions d'habitants tentent de trouver de nouveaux repères dans un monde en pleine mutation. L'Arménie est bien ce monde à part où se rencontrent l'Orient et l'Occident, un bout d'Eurasie qui suscite chez le voyageur un sentiment mêlé d'étrangeté et de proximité, de dépaysement et de familiarité. Berceau de quelques-uns des grands mythes originels, l'Arménie revendique une histoire aussi vieille que l'humanité. Le musée des manuscrits de la capitale Yerevan possède des trésors, témoins des influences gréco-romaines, byzantines, arabes, turques ou caucasiennes.
Cette région du monde fut le foyer des premières grandes civilisations de l'Antiquité. Elle a vu la naissance de l'écriture, de l'élevage et de l'agriculture. Dans les années 80, moi j'ai fait la connaissance de ce qu'on appelle les lames cananiennes. À vrai dire, ces lames, leur découverte date des années 30, lorsque l'archéologue français Neuville les a trouvées dans un site qui était à l'époque la Palestine. Et après sa découverte, il y avait de plus en plus de ces lames-là qui sortaient des sites archéologiques. Particularité, ces sites dataient de l'âge du bronze, c'est-à-dire du 3e millénaire, et où normalement on n'avait pas trop signalé la présence de silex dans les sites, et en tout cas les études ciblaient beaucoup plus le métal, les tablettes, etc. Les techniques de manufacture qui a permis de les obtenir étaient tout à fait remarquables, et sûrement le travail de grands spécialistes. On ne voyait pas l'équivalent avant. Par exemple, au néolithique. C'était tout à fait une nouvelle technologie. Aussi, on les faisait avec des très grands morceaux de silex qui permettaient de faire les nucléus très importants pour en sortir des lames de 20 à 30 cm. Alors, une technique remarquable qui n'était pas encore tout à fait identifiée. Jacques Pellegrin s'était mis à expérimenter cette méthode et il a vu qu'il s'agissait d'une taille par levier. Alors c'est dans un assemblage assez complexe que vous pouvez voir, il est arrivé à reproduire ces mêmes lames. On m'a présenté des objets parce que je suis tracéologue, c'est-à-dire je regarde les traces plutôt visibles au microscope qui va nous permettre de différencier le sens de travail d'une lame insérée dans un instrument et aussi savoir quelle était la matière de contact, si c'était des céréales, du bois, de la peau, etc. On base tout ça sur les référents expérimentaux où on a recréé ces activités. C'était très étrange comment les traces étaient réparties sur ces lames. Ce n'était pas un travail de moisson, ça ne coïncidait pas avec le geste de moissonneur. Alors, pendant un certain temps, je suis restée un petit peu... Je ne voulais pas répondre, voilà. J'ai attardé à publier les objets, comme on fait très souvent dans le métier, mais je ne savais pas la réponse. J'ai consulté une personne qui travaille sur la première écriture, justement, qui est née dans la région, comme l'agriculture l'était. Et cette première écriture se présente sous forme de tablettes cunéiformes, c'est-à-dire des tablettes en argile dans lesquelles on écrit à l'aide d'une calame en roseau. Et là, il y avait des inventaires et des descriptions d'un instrument agricole à dents standardisées qui pouvaient très bien correspondre à mes objets en silex. Ces textes décrivaient la première machine agricole de l'humanité, le tribulum ou planche à dépiquer. Aussitôt, les spécialistes entreprennent de reconstruire cet outil millénaire. Il faut assembler des rondins de bois entre eux avec des liens de cuir et fixer plus de 60 lames avec du bitume et du sable. Pièce après pièce, le traîneau prend forme. Il ne reste plus qu'à tester son efficacité sur le terrain. Comme les silex qui ont servi dans les tribunums, les grandes lames tronçonnées, les lames cananiennes, il y a les lames presque identiques en obsidienne qui ont elles aussi servi dans les tribunums. Ce sont les lames produites par les mêmes méthodes, apparemment. On voit très bien les traces qui le prouvent. C'est Jacques Chabot de l'Université Laval à Québec, au Canada, qui a étudié ces objets avec moi-même. Et il y a tout un programme international justement sur les lames cananiennes et les lames semblables en obsidienne. Ces programmes vont nous permettre de connaître le sens de ces grandes lames bien standardisées et peut-être aussi comprendre la vie quotidienne des personnes à travers une grande distance de cette période et l'utilisation qu'ils ont fait du tribulum qui en fait avait une énorme importance économique, sociale
mais aussi symbolique dans leur vie. En Espagne, en Tunisie ou en Syrie, le tribouloum est toujours utilisé dans des coins reculés de montagne où les machines plus modernes ne peuvent accéder. Aujourd'hui, les hommes ne maîtrisent plus les techniques de taille de silex ou d'obsidienne. Les tribouloums encore en activité sont équipés de lames de métal pourtant moins efficaces. Cette pierre a marqué l'histoire de l'Arménie d'une empreinte indélébile. L'obsidienne est partout dans la vie des habitants. Il n'est pas un Arménien qui ne sache ce qu'est cette pierre et ce qu'elle représente. À Yerevan, au marché du vernissage, les objets en obsidienne fleurissent sur les étalages des exposants. Ils sont aussi différents que surprenants. Je suis allé en Arménie et lors de ce voyage, j'ai été émerveillé par cette culture, par ces paysages et par cette pierre. L'obsidienne a un côté complètement fascinant, on a envie de rentrer dedans parce que la lumière rentre dedans et en même temps elle est noire, elle est sombre, mais elle est lumineuse. Il y a eu une sorte d'attraction qui a fait que j'ai eu envie de travailler cette matière. En Arménie, il y a eu 50 ans d'influence soviétique et ça a développé un certain état d'esprit chez les Arméniens, c'est celui du secret. Mais en même temps, ils ont une vraie chaleur humaine. Et quand ils ont donné leur confiance à quelqu'un, ils l'ont donné de façon éternelle. C'est pour la vie. Hein. Et ils sont prêts à vous ouvrir leur maison, à vous inviter autour de leur table, à ouvrir une bouteille de bon vin. Et ils m'ont ouvert leurs ateliers et ils m'ont montré comment ils travaillaient. S'il y a une petite rayure d'1,5 millimètre, eh bien, il va falloir reponcer tout d'1,5 millimètre et repasser par 7 niveaux de ponçage successifs pour ensuite polir. Donc ça ne supporte pas la moindre erreur. En Arménie, tout est fait de façon impeccable. Il faut voir que souvent, on a des objets en pierre qui maintenant sont faits à chaîne dans les pays asiatiques. Et pour les finir et de façon à ce qu'on ait l'impression qu'ils sont polis correctement, on met un petit vernis à la fin dessus et ça passe très bien. Et le public non averti prend ça comme étant parfaitement réalisé. En Arménie, tout est réalisé de façon absolument impeccable. Le poli est formidable. Dans cette pierre, il y a un mouvement, il y a la lumière qui rentre, il y a des inclusions, il y a une vraie vie. Il y a une vraie vie et chaque pierre est unique.
J'ai entrepris de créer des objets qui soient aux lignes pures, raffinées, simples, et qui puissent correspondre à un environnement européen, un environnement occidental. Le précieux doit aussi pouvoir servir dans le quotidien à s'éclairer, à ranger ses papiers, à poser ses crayons. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de faire rentrer ces objets partout dans la maison. J'aimerais qu'il y ait de l'obsidienne partout dans la maison. L'obsidienne, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre qui a 2 millions d'années. Et je vois mal une personne offrir un objet en obsidienne et que la personne le mette de côté. Et c'est ce que je veux faire, c'est que je veux faire des objets qui sont dans le cœur des gens, mettre un morceau d'Arménie dans le cœur de chacun. Contrairement à l'Arménie, en Occident, l'obsidienne est méconnue. Elle est utilisée presque exclusivement pour réaliser des objets décoratifs et des bijoux par les tailleurs de pierre qu'on appelle en bijouterie des lapidaires. En bijouterie ou en joaillerie, l'obsidienne à l'heure actuelle se limite à des usages relativement simples. On va trouver essentiellement l'obsidienne sous forme de cabochons et de perles pour des colliers. On va éviter l'obsidienne pour des pierres fastées pour une raison toute simple, c'est que dès qu'on va donner à la pierre en la taillant des petites arêtes, ces petites arêtes vont craindre les chocs et au moindre choc, l'obsidienne n'étant pas cristallisée, elle va s'endommager sur les arêtes et le bijou va avoir une durée de vie très très limitée. Donc on ne prend pas le risque de faire des bijoux de grande valeur, c'est pour ça que l'obsidienne va rester dans les domaines de la simple bijouterie, voire de la bijouterie fantaisie. Le métier de lapidaire fait appel à de nombreuses machines, la plupart étant garnies de diamants. C'est pas parce que c'est précieux, c'est parce que c'est la pierre la plus dure qui va permettre d'user les autres pierres. La première opération, ça va être l'usage de la scie. Cette scie, en tournant, va couper n'importe quelle pierre, sans couper les doigts. Elle va arriver avec de l'eau, elle va tourner relativement vite, et les petits diamants qui vont créer un frottement avec l'eau contre la pierre vont user la pierre à vitesse grand V. Ensuite, on a donc 6 meules différentes, avec des granulométries différentes. C'est des tambours qui ont été garnis avec des diamants, très grossiers au départ, et puis de plus en plus répartis, de plus en plus fins, où là, on va finir sur une meule qui est très très fine, et qui va donner un fini qui sera déjà un poli acceptable. Arrivé à ce stade, le poli acceptable ne suffit pas. On va utiliser un feutre à polir. Et là, on va retrouver le frottement, on va retrouver l'eau, et le moyen de finir le polissage, ça va être ce léger revêtement d'argile qui va donner à ce moment-là un poli-miroir. Dernier geste professionnel, quand on a fini de polir une pierre, on prend la pierre, on se la colle contre la joue ou contre le front, non pas par superstition ou pas du tout. La peau étant légèrement grasse, on va déposer un léger film gras sur la pierre et là on aura un rendu parfait de ce qu'elle donne quand elle est finie. Alors l'obsidienne, dans la symbolique des pierres, c'est une pierre magmatique. C'est donc une pierre qui nous ramène à nos origines. Les Égyptiens avaient très bien compris ça, ils utilisaient ça pour les yeux, et les yeux étant le miroir de l'âme, on était dans la grande symbolique des origines. Avec l'évolution des civilisations, on a échappé un peu à regard sur nos origines, et on a laissé un peu de côté ces fameux miroirs qui ont hanté l'Antiquité, qui étaient des petits miroirs pour voir le destin et qui étaient taillés dans de l'obsidienne. Cette pierre a toujours fasciné les hommes et a servi dans bien des domaines. Mais il en est un qui a transcendé cette matière, celui de la peinture. Dans les collections du musée du Louvre,
il existe 2 œuvres de Bartolomé Esteban Murillo particulièrement intéressantes. Donc on connaît en fait l'histoire de ces 2 tableaux depuis leur origine, depuis leur création, quand Murillo les peint vers 1660-1670. Ensuite, on suit chaque collectionneur jusqu'au moment où Louis XVI, en 1780, les achète pour la collection royale qui devient ensuite collection nationale, et donc la collection du Louvre. Ce sont parmi les premiers tableaux espagnols qui rentrent dans ces collections, et c'est les tableaux parmi les plus précieux du Louvre. Donc en fait, jusqu'il y a simplement 5 ou 6 ans, on croyait que ces 2 tableaux de Murillo, qui représentent le Christ au Jardin des Oliviers et le Christ à la colonne, étaient peints sur du marbre noir. Jusqu'au moment où, en les retournant, je me suis rendu compte qu'il y avait derrière des éclats qui ne correspondaient absolument pas à ce qu'on peut trouver sur du marbre, mais bien sur ce qu'on trouve sur de l'obsidienne. Donc Murillo peint sur cette matière tout à fait extraordinaire, extrêmement précieuse, extrêmement dense, et qui donne en plus à ses œuvres un mystère tout à fait extraordinaire avec le noir qu'on voit en réserve, c'est-à-dire qu'en fait rien n'est peint dessus, c'est pas Murillo qui a peint du noir. On ne connaît pas d'autres tableaux peints sur obsidienne, c'est tout à fait inhabituel, extraordinaire, un peu extravagant. Et ce sont 2 œuvres très, très précieuses par leur support, par leur nature, par aussi le peintre qu'ils a fait, c'est un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture. On peut se poser la question de savoir quand ces plaques d'obsidienne ont été faites. C'est important parce que si elles ont été faites au XVIIe siècle, elles ont été faites probablement pour servir d'objets décoratifs et en tant que matériaux précieux. Si elles ont été faites avant, c'est-à-dire au XVe ou au XIVe siècle, elles ont été des objets de culte aztèques. C'est-à-dire en fait des représentations du dieu Tezcatlipoca, qui est un des dieux très très importants du panthéon précolombien. Et ce sont des plaques d'obsidienne donc qui servaient au culte. Pour les Aztèques, Tezcatlipoca est le frère de Quetzalcoatl et son principal adversaire. Son emblème est la lame d'obsidienne. Les Aztèques le craignent plus que toute autre divinité. Ils lui offrent des sacrifices sanglants. Chaque année, on choisit le plus beau des jeunes captifs. On lui apprend à jouer de la flûte et à danser. Durant 1 an, les plus grands honneurs lui sont rendus. 20 jours avant la date fixée, on lui donne 4 jeunes vierges comme épouses et une longue série de fêtes commence. Le jour fatal, le jeune homme est mené en grande pompe vers la plateforme du temple où le sacrificateur lui ouvre la cage thoracique d'un coup de couteau d'obsidienne. Le cœur encore palpitant est présenté au soleil. Ce geste permet de libérer les forces vitales et contribue à dynamiser le mouvement cosmique. Jusqu'à maintenant, on ne connaissait que 2 œuvres peintes par Murillo sur obsidienne, et d'ailleurs pas d'œuvres non plus peintes par des artistes sur obsidienne. Et quand ces 2 tableaux ont été publiés dans une revue scientifique, au musée de Houston, les conservateurs se sont dit « mais ça ressemble à une œuvre qu'on a, nous, dans notre musée ». Et ils ont identifié une 3e œuvre, peut-être de la même série, peut-être peinte au même moment par Murillo, mais en tout cas une œuvre de Murillo, peinte sur obsidienne, à peu près de même dimension, qui représente la Nativité. Le centre de recherche des musées de France est basé dans les sous-sols du musée du Louvre. C'est ici que l'accélérateur à particules Aglaé permet d'analyser les œuvres sans les altérer. Le dispositif d'analyse Aglaé est entièrement dédié à l'analyse des objets et des matériaux du patrimoine. De très nombreux objets peuvent être analysés ici, et une des particularités de ce montage expérimental, c'est qu'il permet de faire des analyses totalement non destructives. C'est-à-dire que l'on va pouvoir analyser les objets sans aucun prélèvement et sans aucune altération de ces objets.
Ceci est particulièrement important, en particulier donc pour tous ces matériaux archéologiques, ces matériaux d'art, qu'il ne faut surtout pas altérer pour les préserver pour l'avenir. Une des façons de déterminer la composition chimique d'une obsidienne est d'utiliser une analyse par faisceau d'ions. Alors voici l'instrument qui va nous servir à analyser les obsidiennes. Il s'agit d'un accélérateur qu'on appelle Aglaé, pour accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire. C'est un accélérateur de particules, et les particules sont créées à l'intérieur de cette partie qu'on appelle l'injecteur. Elles sont amenées à l'embouchure de la machine, et cette machine va leur communiquer une grande vitesse, de l'ordre de 1/3 de la vitesse de la lumière. Pour communiquer cette grande vitesse, il utilise une très grande tension, 1,5 million de volts, juste derrière cette bride. Les particules sont donc projetées à l'extérieur de la machine et circulent librement dans ces lignes qu'on appelle les lignes de faisceau. Elles sont aiguillées dans la ligne que l'on voit là, jusqu'à l'endroit où on veut les utiliser. Alors voilà le dispositif qui permet d'analyser les œuvres. C'est ce qu'on appelle un faisceau extrait. C'est très commode parce qu'en fait, on analyse les œuvres directement sans faire aucun prélèvement. Le principe en est simple. On place l'objet directement à la sortie et sous l'effet du bombardement du faisceau de particules, l'objet émet des radiations. Ces radiations, on les capte ici, et ces radiations nous donnent la composition de l'objet. On va pouvoir procéder à l'analyse de l'obsidienne. Alors pour ce faire, je vais envoyer le faisceau de l'accélérateur sur le bout d'obsidienne, et on voit que le point d'impact du faisceau brille en bleu. Je positionne correctement le point d'impact sur l'échantillon d'obsidienne dans une zone homogène. Et à partir de là, on va pouvoir lancer l'acquisition qui va nous donner la composition. Voilà le résultat de l'analyse. Il apparaît sur ce diagramme qu'on appelle un spectre. On voit que ce diagramme est composé de pics, et la présence de chacun des pics indique qu'il y a un élément chimique particulier. Le pic le plus grand que l'on voit ici, c'est le pic du silicium. Effectivement, l'obsidienne, c'est un verre silicaté qui contient de la silice comme composant majeur. Mais on voit aussi plein de petits autres pics. C'est ce qu'on appelle des éléments traces, ils sont présents en moins grande quantité. Et c'est ces éléments-là qui varient d'une mine à l'autre. Donc en comparant ces éléments traceurs de cette obsidienne d'origine inconnue avec des obsidiennes des différents gisements, on peut retrouver de quelle origine, de quel gisement il provient. Dans certaines régions où nous avons de très nombreuses sources d'obsidienne, nous avons des massifs volcaniques à la géologie très complexe. Et à ce moment-là, il est parfois très difficile, uniquement avec la composition chimique, de réussir à reconnaître deux sources d'obsidienne différentes. C'est pour cela qu'il faut faire appel à d'autres méthodes qui, par exemple, peuvent caractériser non seulement la composition chimique, mais aussi caractériser la structure du matériau, c'est-à-dire la façon dont les atomes sont organisés les uns par rapport aux autres. Une des méthodes qui permet d'avoir des signatures de ces structures de verre est la spectroscopie Raman. À l'aide d'un laser, on va exciter la matière et on va donc mettre en vibration les atomes constitutifs de la matière. Et en réponse, on va avoir un signal lumineux émis par le matériau, qui est donc le signal Raman, que l'on va donc enregistrer et qui va nous permettre d'avoir des signatures structurales de ces verres naturels. Ensuite, grâce à ces signatures de structure de matériaux, on pourra peut-être éventuellement réussir, dans certains cas, à séparer différentes sources d'obsidienne que l'on n'arrive pas à reconnaître uniquement par la composition chimique. Depuis une dizaine d'années, les données détaillées qui ont pu être acquises sur l'échange de l'obsidienne en Méditerranée ont permis aux archéologues et aux préhistoriens d'affiner la connaissance qu'ils pouvaient avoir des réseaux d'échange et de contacts à très grande distance. De tout temps, les hommes du monde entier fouillèrent les sols de la terre à la recherche des secrets des pierres.
L'obsidienne est bien cette pierre fascinante qui nous a révélé tout un pan caché de notre histoire. Expérience, initiation, artisanat et tradition firent de cette pierre des outils, des idoles ou des industries dont l'homme a tant besoin pour mieux aimer la vie.